Tard dans la nuit, des rapports sur la fermeture de l'espace aérien iranien apparaissent partout. Le Pentagone est prêt, les pilotes en vol. Une attaque imminente des États-Unis contre le régime islamique est sur le point d'avoir lieu. Partout, les gens retiennent leur souffle, puis Trump annule à la dernière minute. Aucune attaque ni intervention. L'Iran rouvre son espace aérien. Trump déclare dans un communiqué que le régime islamique a cessé meurtres et exécutions, rendant l'intervention inutile. C'est l'excuse officielle, mais en réalité, l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis lui ont demandé d'arrêter l'attaque. Ce n'est pas qu'une demande, ils bloquent l'accès à leur espace aérien et, pour le Qatar, ils interdisent aussi l'usage de leur base américaine pour lancer l'attaque. Pourquoi les nations qui craignent l'Iran depuis des décennies agissent-elles maintenant comme son principal bouclier contre l'intervention américaine au Moyen-Orient? Il y a toujours de nombreuses couches à une histoire qui reste souvent inconnue, et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui, mais nous allons un peu trop vite en besogne. Pour vraiment comprendre cela, nous devons commencer par le début. Ici, Meir Keisha et GNS Télévision. Allons-y. Donc, nous allons remonter à 1971. Les États-Unis sont en difficulté, perdent la guerre du Vietnam, sont fauchés et restent engagés dans la guerre froide contre la Russie. Pour aggraver les choses, l'Empire britannique vient tout juste de plier bagages et de quitter le golfe d'Iran, laissant la principale source mondiale de pétrole sans surveillance. Cela crée un grand vide de pouvoir que les Américains redoutent que les Soviétiques comblent. La position de l'Iran contrôle le flux énergétique vers l'Europe et l'Asie, et si la Russie en prenait le contrôle, ce serait catastrophique pour l'Occident. Quelqu'un doit superviser cela. Les États-Unis, ne pouvant pas envoyer 100 000 soldats, adoptent une stratégie à deux piliers avec l'accord conclu. Répartition des tâches. L'Iran est le premier pilier et la force. Washington regarde le Shah d'Iran et voit un dirigeant laïque et ambitieux qui veut recréer l'Empire perse. Ils lui ont vendu leurs armes les plus avancées, chars, destroyers et surtout le F-14, alors le chasseur à réaction le plus sophistiqué. Seul l'Iran peut désormais les piloter hors des États-Unis. En échange, le rôle du Shah est de patrouiller les eaux, de garder les voies maritimes ouvertes et de s'assurer que les Soviétiques ne tentent rien. Le deuxième pilier de cette stratégie des deux piliers est l'Arabie saoudite. Ils sont la banque, sans assez de population pour une grande armée comme l'Iran, mais ils ont la légitimité spirituelle. Ils luttent contre les idéaux communistes via leur religion, freinant leur diffusion dans les pays arabes et disposent surtout de fonds illimités. Leur rôle est de maintenir le monde arabe anticommuniste et de stabiliser les marchés pétroliers. Dans les années 1970, la plupart des pays pétroliers, comme l'Iran, doivent nourrir de grandes populations et extraient donc tout leur pétrole pour payer leurs factures sans marge de manœuvre. L'Arabie saoudite est différente avec une petite population et d'immenses réserves. Ils peuvent laisser des millions de barils sous terre, ce qui leur offre une capacité de réserve. Si l'Iran tente de faire pression sur les États-Unis en haussant les prix, l'Arabie saoudite peut simplement ouvrir une vanne, inonder le marché avec leur pétrole de réserve et faire chuter le prix efficacement. Ce sont eux qui contrôlent le prix du pétrole. À noter, leur roi, orienté vers l'avenir, n'est pas ami d'Israël, mais voit les Russes comme la principale menace pour l'islam. Il réalise que les États-Unis sont de précieux alliés, capables de lui proposer des solutions aux vrais problèmes qu'il rencontre en Arabie saoudite. En 1974, ils officialisent cela. Le Trésor américain va secrètement à Riyad pour conclure l'accord du pétrodollar. C'est d'une simplicité géniale, mais c'est aussi quelque chose qui a un impact énorme sur le monde encore aujourd'hui, et la plupart des gens n'en ont même pas connaissance. Les termes sont assez simples. Les États-Unis fourniront une sécurité militaire totale à l'Arabie saoudite et surtout d'utiliser le corps des ingénieurs de l'armée américaine pour moderniser ces pays en construisant leurs bases militaires, ports et universités et en les transformant d'un désert en une superpuissance. Rappelez-vous, c'est une époque où les monarchies arabes tombent comme des mouches. Il y a l'Égypte, etc. Et les Saoudiens veulent se protéger contre cela. En échange de cette protection, les Saoudiens acceptent de fixer le prix de toutes les ventes de pétrole en dollars américains et d'investir leurs excédents de profit dans le Trésor américain, bronze.
Alors, qu'est-ce que cela signifie pour ceux d'entre nous qui ne sont pas obsédés par l'économie? Les Saoudiens, ayant le plus grand excédent de pétrole, fixent les règles du jeu. Et en fixant le prix du pétrole en dollars, ils obligent effectivement chaque pays du monde qui souhaite acheter du pétrole à le faire en dollars. Cela rend soudainement le dollar très demandé, ce qui, à son tour, stabilise l'économie américaine. C'est toujours vrai aujourd'hui. Tu sais, même si tu vis dans un autre pays, tu sais quand même combien vaut le dollar. C'est à cause du système du pétrodollar. Chaque pays doit posséder des dollars pour pouvoir interagir avec le marché du pétrole. Et ensuite, comme ils ont des dollars, ils les utilisent aussi pour d'autres choses afin de soutenir leur économie. Les Saoudiens, en échange de la technologie et de la protection, ont rendu aux États-Unis leur puissance économique. Ils ont investi tout leur argent supplémentaire aux États-Unis, permettant au pays de croître grâce à cette somme importante. Fait intéressant, les Saoudiens, soutenus par les États-Unis à Israël, ne voulaient pas paraître sionistes. Tout cela s'est fait secrètement, les États-Unis créant des entités secrètes non traçables. Bref, c'est une histoire pour une autre fois. On comprend maintenant pourquoi les relations avec les Saoudiens sont bien plus cruciales qu'on ne le pensait. Je vais un peu vite. L'économie américaine est stabilisée, les Saoudiens sont puissants et l'Iran renforce ses capacités militaires. Tout semble aller pour le mieux jusqu'en 1979, l'année où tout s'effondre. Comme nous l'avons évoqué dans notre épisode précédent, la force, le Shah d'Iran, s'effondre. Les États-Unis voient avec horreur leur principal allié gestionnaire du pétrole être renversé. Pas par une armée soviétique, mais par une révolution religieuse menée par l'ayatollah Khomeini, notre meilleur ami. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais il faut être un peu honnête. Ceci venait surtout d'une grave erreur de calcul américaine. À la fin des années 70, Washington se lassait du Shah. Devenu arrogant, il a augmenté les prix du pétrole pour son ego, ignorant les conseils américains. L'administration Carter a alors pris un pari fatal. Ils ont regardé l'opposition et se sont dit « peut-être qu'on peut travailler avec ces nouveaux venus. Peut-être que se débarrasser du Shah n'est pas la pire chose à faire. » Et ils se sont lourdement trompés. Ils n'ont pas eu un meilleur partenaire. Un régime a pris 52 diplomates américains en otage et qualifié les États-Unis de grands satans. Nous connaissons la suite. Vous vous souvenez de la technologie offerte à l'Iran contre une protection soviétique? Elle est désormais entre les mains de l'ayatollah fou. Les milliards de dollars de technologie américaine investis en Iran sont désormais aux mains d'un ennemi. Le Shah tombe et Washington comme l'Arabie saoudite font face au même cauchemar. Il redoutait non seulement la cruauté de l'Iran envers sa population, mais surtout deux menaces précises pour l'Occident. Premièrement, le nouveau régime iranien n'était pas seulement un gouvernement, c'était une cause. Comme évoqué, l'ayatollah Khomeini affirme que la monarchie est anti-islamique. En prenant le pouvoir et en déposant le Shah, il le démontre. Il transmet un message au peuple très religieux d'Arabie saoudite, Koweït et Bahreïn. Vos rois sont corrompus. Les marionnettes américaines se révoltent et les renversent. Comme nous, les Saoudiens ont peur. Ils percevaient l'Iran comme un virus menaçant leur population et leurs frontières. Ils n'aiment pas cette menace, ni le cauchemar logistique qui s'ensuit. C'est la peur américaine. Regardez la carte du Golfe Persique. En bas se trouve le détroit d'Ormuz, une sortie étroite où transite chaque jour environ 30% du pétrole mondial transporté par mer. Si l'Iran contrôlait les deux rives du Golfe, il pourrait fermer l'accès et paralyser du jour au lendemain les économies européennes, japonaises et américaines. Le programme élaboré par les États-Unis et les Saoudiens est impitoyable. Ils visent le confinement car ils savent qu'ils ne peuvent envahir l'Iran. C'était trop vaste et les montagnes sont trop accidentées. À la place, ils doivent essentiellement épuiser la révolution jusqu'à la dernière goutte. Ils doivent garder l'armée iranienne tellement occupée à se battre pour sa survie qu'elle n'aurait pas l'énergie de renverser d'autres gouvernements. Et la solution? Il se trouve un contractant. Juste à côté se trouvait Saddam Hussein d'Irak. C'était un dictateur laïque qui détestait les fanatiques religieux en Iran. Alors, dans un geste cynique, les États-Unis et l'Arabie saoudite le soutiennent effectivement pour qu'il déclenche une guerre. L'Arabie saoudite apporte des milliards, tandis que les États-Unis fournissent renseignements, technologies et images satellites. Ils ne veulent pas que Saddam Hussein gagne, mais que l'Iran perde. Et de 1980 à 1988, cela marche pendant 8 ans brutaux.
La guerre a contenu la révolution iranienne à l'intérieur de ses frontières et permis au pétrole de circuler dans le détroit. Après la guerre, les États-Unis ont constaté un problème. On ne peut pas simplement continuer à engager des dictateurs locaux pour faire le sale boulot. À un moment donné, ils pourraient devenir incontrôlables, ce qui, comme vous vous en souvenez peut-être, est arrivé avec Saddam Hussein. C'était une personne terrible et probablement pas quelqu'un que vous considérez comme un ami des États-Unis, malgré le fait que les États-Unis l'avaient soutenu. Donc, en 1990, les États-Unis prennent la décision de changer de stratégie, et c'est ce qui nous amène à aujourd'hui. Ils arrêtent d'engager des sous-traitants et s'installent eux-mêmes dans la région. Et cela marque le changement. Nous sommes tous devenus familiers avec la présence de centaines de milliers de soldats américains sur le terrain à travers le Moyen-Orient. La plupart des gens s'arrêtent là. Ils croient que l'intervention américaine vise seulement le pétrole, mais c'est plus complexe. Il s'agit aussi du dollar. La relation entre les États-Unis et l'Arabie saoudite n'est pas qu'une alliance militaire, elle est aussi le moteur de l'économie américaine. En 1974, cet accord qui a été conclu nous impacte encore aujourd'hui. Oui, c'était d'une simplicité géniale, mais essentielle pour la puissance mondiale des États-Unis. Ainsi, le dollar reste fort. C'est basé sur les Saoudiens. L'Amérique protégeait la famille royale non par altruisme, mais parce qu'elle réinjectait ses milliards dans le trésor américain. Les États-Unis cumulent de gros déficits sans ruiner leur économie. Les Saoudiens maintiennent une demande mondiale pour le dollar et financent la dette américaine. Donc, lorsque les États-Unis envoient des troupes au Moyen-Orient, ils ne protègent pas seulement les puits de pétrole, ils protègent aussi la valeur de la monnaie dans votre portefeuille. Récemment, les Saoudiens ont compris que cette protection prévue par l'accord pourrait être illusoire. Voilà pourquoi un événement survenu en 2019 est assez crucial. Aux premières heures du matin de septembre, un essaim de drones et de missiles de croisière fabriqués en Iran s'est abattu sur des installations de traitement du pétrole en Arabie saoudite. Une frappe précise a neutralisé près de 50% de la production pétrolière saoudienne en quelques minutes. Les Saoudiens, rappelant leur accord, ont sollicité la Maison-Blanche, espérant une riposte militaire américaine contre l'Iran, conformément à l'accord. Nous offrons le marché du pétrole en échange de votre protection. Mais la réponse a surpris. Trump a surtout qualifié l'attaque de malheureuse. C'est une attaque contre l'Arabie saoudite, pas contre les États-Unis, donc nous ne voulons pas intervenir. Il a hésité, et il n'y a finalement pas eu de vraie contre-attaque américaine. À ce moment, le calcul en Arabie saoudite a changé. Ils ont compris leur vulnérabilité et que leur avenir économique était menacé. Leur vision 2030 projet d'1 billion de dollars visant à réduire la dépendance au pétrole et construire des villes futuristes comme Naom reposait sur des bases fragiles. Vous voyez, les Saoudiens comprennent que le pétrole devient de moins en moins important en ce moment. Bien sûr, le pétrole reste très important. Avec le temps, le développement de l'énergie verte poussera les pays à rechercher d'autres ressources pour leur économie. Les Saoudiens misent sur un pôle mondial du tourisme et de la technologie. Mais s'il y a des missiles iraniens qui s'abattent sur vos aéroports, le tourisme et la technologie ne vont pas vraiment se développer. Ils réalisent que si les États-Unis ne veulent pas combattre l'Iran, ils doivent apaiser l'Iran. Et c'est là que les choses deviennent un peu dangereuses. Comme nous l'avons mentionné, l'Arabie saoudite et l'Iran étaient ennemis, certainement idéologiquement, lorsque Khomeini est arrivé au pouvoir, mais maintenant les Saoudiens s'en rendent compte. Attendez une seconde. Peut-être qu'être du côté de l'Occident n'est pas exactement la chose la plus intelligente pour nous. Peut-être qu'il vaudrait mieux pour nous de négocier une sorte d'accord de paix avec l'Iran afin d'être en sécurité. En mars 2023, l'Arabie saoudite et l'Iran rétablissent leurs relations par un accord négocié non par les États-Unis, mais par Pékin. Les Saoudiens ont souscrit une assurance, sachant que l'Iran dépend de la Chine pour vendre la majeure partie de son pétrole, faisant de Pékin un garant. Les Saoudiens ont fait en sorte qu'une attaque iranienne viserait leur propre soutien économique. Mais voici le problème. Notez leur choix de partenaire. Les Saoudiens changent discrètement de cap alors qu'ils s'étaient concentrés sur l'Occident et l'Amérique comme étant leurs partenaires. Ils se tournent maintenant vers les Chinois et les Iraniens, ce que les Américains remarquent. C'est un peu problématique.
Gardez à l'esprit, d'ailleurs, que l'accord que l'Arabie saoudite a avec l'Iran pour protéger sa propre position est avec le régime actuel. Si les États-Unis renversent l'ayatollah, un changement de régime rend caduc l'accord entre l'Arabie saoudite et la Chine. Les Saoudiens considèrent la chute des mollahs sans y voir une libération pour les Iraniens, qu'ils jugent sans importance. Ils craignent le chaos qui nuirait à leur économie. Ironiquement, les Saoudiens défendent désormais le statu quo en Iran. Si les Saoudiens se tournent vers la Chine et le Qatar pour leur protection, c'est inquiétant pour les États-Unis, car ils n'ont plus besoin de l'accord du pétrodollar. S'ils commencent à vendre du pétrole en yuan, le statut de superpuissance économique américaine est vraiment en danger. Mais évidemment, cela devient plus compliqué. Sur une carte des idéologies du Moyen-Orient, les Saoudiens, non occidentaux, sont habituellement alignés avec les Émirats arabes unis, comme Dubaï. Les deux nations formaient le bloc anti-islamiste, et c'était significatif parce qu'elles représentent une grande partie du Moyen-Orient. Ce sont des autocraties tournées vers l'avenir et en cours de modernisation qui considèrent des groupes comme les Frères musulmans et le Hamas comme une menace pour leur pouvoir. De l'autre côté, il y avait l'Iran et le Qatar. Ils étaient différents, ils étaient les protecteurs de l'islam politique. Le Qatar accueille les Frères musulmans, l'Iran soutient le Hamas et le Hezbollah. Pendant des décennies, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis étaient alliés pour maintenir la stabilité face à l'axe révolutionnaire islamiste. Depuis quelques semaines, l'architecture a changé. Un titre que la plupart d'entre nous avons manqué nous a révélé une nouvelle orientation suspecte de la part des Saoudiens que, si vous faisiez attention, vous avez peut-être commencé à remarquer dès 2023, ils commencent soudainement à se brouiller avec leurs anciens amis des Émirats arabes unis et à se rapprocher du Qatar. Et à propos de cela, eh bien, des rapports font surface selon lesquels les Saoudiens soutiennent des forces qui s'affrontent en fait avec les séparatistes soutenus par les Émirats arabes unis dans le sud du Yémen. Ce n'était pas juste une escarmouche, c'est le symptôme d'un problème bien plus profond. Les Saoudiens et les Émiratis sont désormais de féroces rivaux économiques, en concurrence pour les mêmes capitaux étrangers et le même statut régional. Les Saoudiens pensent que les Émirats arabes unis leur font de l'ombre et veulent devenir la force dominante au Moyen-Orient. Ils ont décidé qu'il était temps de rompre cette relation avec les Émirats arabes unis, mais ce ne sont pas seulement les Émirats qu'ils quittent. Ils renoncent à la mentalité occidentale. En se rapprochant de la Chine, du Qatar, qui peuvent énormément les aider financièrement si leur projet 2030 échoue, ils rejoignent, à bien des égards, un camp très problématique. C'est aussi le signe d'une trajectoire plus inquiétante pour les prochaines années, car les Saoudiens craignent que leurs réformes financières avancent trop lentement. Ils cherchent de nouveaux alliés offrant autre chose. C'est là que le Qatar intervient. Le Qatar partage un vaste champ gazier avec l'Iran, ce qui l'a amené à entretenir des relations de travail avec ce pays. En se rapprochant du Qatar et s'éloignant des Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite cherche à acheter sa sécurité. Ils s'alignent avec le Qatar-Iran non par affinité idéologique, mais car le Qatar peut servir de médiateur avec l'Iran pour protéger leur royaume. C'est beaucoup plus inquiétant pour les États-Unis. Je ne dis pas que le revirement de l'Arabie saoudite et du Qatar est la seule raison pour laquelle les États-Unis se sont abstenus d'attaquer l'Iran. Cela peut paraître insuffisant, mais je dirais que c'est un grand changement géopolitique au Moyen-Orient qui impacte aussi les États-Unis. Les Saoudiens s'éloignent de la protection américaine et se tournent vers une intégration régionale avec leurs anciens ennemis. On en parle peu. Rappelez-vous que les Saoudiens ont conclu un accord avec l'Iran, ce qui était autrefois impensable. S'ils ne veulent pas que le régime change, même s'il est terrible. C'est aussi pourquoi ils ne sont pas enthousiastes, même si cela implique la chute de leur ancien ennemi idéologique. Les idéologies deviennent un obstacle lorsque les finances sont attaquées. Les médias restent négligents, donnant des bribes d'histoire sans relier les points clés. Vous avez sûrement lu de nombreux articles sur l'intervention des États-Unis en Iran, mais un aspect de l'histoire semble avoir été négligé. Connaissez-vous le pétrodollar? Pourquoi se focaliser sur le facteur décisif au lieu de la politique des personnalités? Tout cela est important, mais cela n'explique toujours pas pourquoi moi, en tant qu'Israélienne, je parle de ce sujet. Ne vous inquiétez pas, tout cela a du sens. Vous voyez? Je me demande quelle est la position d'Israël, car il faut dépasser les gros titres. Les médias se focalisent sur la possible signature d'un traité de paix entre l'Arabie saoudite et Israël. Le véritable jeu se joue en coulisses. Nous savons que la normalisation publique est bloquée.
On ne peut pas être un proche allié d'Israël tout en cherchant à apaiser l'Iran. Mais Israël a compris il y a des années que, dans ce voisinage, on ne peut pas compter sur les styles diplomatiques ou les papiers signés. Vous avez besoin de leviers, vous devez être essentiel, et c'est là que la stratégie que nous voyons actuellement entre en jeu. Malgré leur influence sur les États-Unis, les Saoudiens restent très vulnérables géographiquement. Leur économie dépend entièrement des exportations de pétrole. Actuellement, ce pétrole est bloqué entre deux points d'étranglement dangereux, le détroit d'Ormuz dans le golfe Persique et celui de la mer Rouge. Les deux sont contrôlés par l'Iran ou ses alliés, et si une guerre éclate et que ces détroits ferment, l'économie saoudienne s'arrête. La Chine et le Qatar ne peuvent pas régler ce problème, mais Israël, le seul à pouvoir le faire, le fait depuis 2 ans à huis clos. Et pendant que nous nous battions sur plusieurs fronts, Israël posait les bases pour connecter le réseau de pipelines saoudiens à celui d'Israël. Rappelez-vous, Israël a accès à l'Europe. Cette infrastructure crée une route sécurisée qui contourne complètement la marine iranienne, envoyant le pétrole saoudien, l'intelligence artificielle et les données directement vers la Méditerranée et l'Europe. Cela crée une nouvelle réalité. Les Saoudiens pourraient chercher un soutien politique auprès de la Chine, mais leur lien économique essentiel avec l'Occident dépend désormais d'Israël. La stabilité au Moyen-Orient se construit non par des sentiments ou des sommets, mais par une nécessité froide et implacable. Les Saoudiens n'ont pas à nous aimer, seulement à avoir besoin de nous. Actuellement, Israël se présente comme l'atout essentiel à la survie du royaume, et il faut souligner le génie de cette stratégie. Nous entendons le Premier ministre Netanyahou faire des déclarations publiques sur le fait de s'éloigner de la dépendance envers les États-Unis. Et la plupart des gens pensent qu'il parle simplement des livraisons de munitions ou des vétos à l'Organisation des Nations Unies, mais c'est un peu plus profond que la simple aide militaire. Il s'agit de comprendre que l'avenir économique du monde pourrait bien se trouver ici même, au Moyen-Orient. Et dans cet avenir, il s'agit de couvrir ses arrières. Se faire voir comme un ami essentiel plutôt qu'un cas de charité, c'est l'enjeu. Imaginez que cette stratégie d'infrastructure a été prévue et menée en pleine guerre sur plusieurs fronts me dépasse totalement. Alors que les forces de défense israéliennes combattaient à Gaza et au Liban, les stratèges posaient les bases de la domination économique pour les 50 prochaines années, c'est du pur génie. Où en sommes-nous aujourd'hui dans cette dynamique complexe? Il faut réaliser que le rapprochement de Trump avec le Qatar et l'Arabie saoudite est plus délibéré qu'on ne le pensait. Se faire des ennemis d'eux n'est pas facile. Leurs décisions touchent chaque Américain, qu'il le sache ou non. Et s'ils vont adopter des idéologies de plus en plus anti-occidentales, les Américains devraient probablement savoir que leurs armes de pointe sont envoyées à ces personnes. Comme pour l'Iran, c'est un pari, hélas familier aux Américains, mais Israël couvre aussi discrètement ses arrières. Nous réduisons notre dépendance à l'Occident et aux États-Unis comme seuls défenseurs en établissant nos propres garanties de sécurité à long terme. D'autres font de même. Regardez les États-Unis. Pourquoi soudain se tourner vers le pétrole vénézuélien? Washington ne veut-il plus dépendre de ses alliés du Golfe? Tout reste incertain, mais ce sont des temps passionnants. Depuis toujours, le Moyen-Orient est l'endroit le plus intéressant. La leçon est claire. Nous ne devrions pas nous battre pour demander des faveurs, nous ne devrions pas mendier des alliances, nous devrions établir un rapport de force pour nous assurer que nos ennemis potentiels dépendent en réalité de nous. Et c'est exactement ce qui se passe. Nous nous éloignons de la dépendance envers les États-Unis pour entrer dans une relation de quasi égal à égal. Le shekel va bien et nous agissons pareil avec les Saoudiens. On ne leur demande pas de nous aimer, juste de dépendre de nous, et ça marche pour moi. Je suis Iraka, à la prochaine.